Salut, c'est Joe et aujourd'hui on va parler des katakana. Cette vidéo, c'est un cours complet et entièrement gratuit pour tout savoir sur ces signes phonétiques japonais assez particuliers. Cette vidéo est la suite de la vidéo sur les hiragana, donc je vous conseille absolument de regarder d'abord la vidéo sur les hiragana avant de vous lancer dans l'apprentissage des katakana. On fait les choses dans l'ordre. Si vous aimez bien ce que je fais, n'oubliez pas de me suivre sur YouTube, Instagram et Twitch pour les sessions en live. Alors tout d'abord, les katakana, à quoi ça sert? Ben oui, c'est vrai, on a déjà les hiragana pour écrire en phonétique en japonais. Et bien les katakana, ils ont pas mal d'usages, vous allez voir. Les katakana servent avant tout à écrire des mots d'origine étrangère. Par exemple, vous allez trouver beaucoup de mots en japonais qui viennent de l'anglais, comme party, une fête, party. Dans la mode et les vêtements, par exemple, on a des mots comme suit, un costume qui vient de suit en anglais. On a aussi seita qui vient de sweater, un pull. Mais il n'y a pas que l'anglais. Il y a beaucoup de mots empruntés à des tas d'autres langues, dont le français. Par exemple, vous trouverez le mot kurowasan pour croissant ou onomatope pour une onomatopée, justement. Tous les noms des personnes occidentales s'écrivent en katakana. Si vous voulez apprendre à écrire votre nom en japonais, vous devez apprendre les katakana. Les katakana sont aussi utilisés pour écrire des mots scientifiques ou encore des noms d'espèces animales ou de plantes. En effet, les kanji pour certaines espèces animales sont parfois mal connus des japonais et donc on les écrit en katakana. Vous savez que les katakana sont écrits pour indiquer des bruitages et aussi pour mettre une forme d'emphase sur certains mots, un peu comme on mettrait un texte en italique. Bref, pour savoir lire le japonais, les katakana sont indispensables. Les katakana partagent beaucoup de similitudes avec les hiragana. On va d'abord parler de ce qui ne change pas, ce qui est pareil qu'avec les hiragana. On trouve 46 signes de base en katakana comme en hiragana. Et ce sont les mêmes sons organisés autour des mêmes séries. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, etc. Donc si vous avez déjà retenu la liste des hiragana et des sons auxquels ils correspondent, vous allez retrouver les mêmes sons en katakana. Les signes de base en katakana voient aussi leurs sons se modifier quand on utilise les signes dakuten, les deux petits traits, et handakuten, le petit rond. On a donc les mêmes variations qu'en hiragana. Par exemple, ha hi fu he ho devient babi bu be bo avec le dakuten et papi pu pe po avec le handakuten. On trouve aussi le petit tsu qui fait une sorte de petit saut dans le son, comme dans le mot saka, le football qui vient de l'anglais soccer. On a néanmoins quelques petites spécificités. La première spécificité concerne la prolongation des sons. Vous savez, si vous avez regardé ma vidéo sur les hiragana, qu'on peut prolonger les sons en utilisant les kana de la première série A, I, E et O après des sons d'autres séries. Par exemple, ko plus U en hiragana va donner ko, un son prolongé. Pour prolonger les sons en katakana, on va simplement ajouter un tiret. Dans l'exemple que vous voyez, le mot elevator, tiré de l'anglais elevator, ascenseur, vous voyez que le tiret est utilisé pour prolonger le B en be et le ta en ta. Faites attention à ne pas confondre ce tiret qui prolonge le son des katakana avec le kanji ichi 1. On va trouver certaines combinaisons de sons exclusives au katakana, utilisées pour reconstituer en japonais des sons qui n'existent pas naturellement dans la langue. Avec le kana u, on peut faire les sons oui, ouais et wo, qui n'existent plus vraiment en japonais. On a bien dans la série des W le katakana o, mais vous l'entendez, celui-ci se prononce o et non pas wo. On peut aussi reconstituer le son she, le son che. Avec le tsu, on peut réaliser les sons tsa, tse et tso. Avec les katakana te et to, on peut réaliser les sons ti et tu. Avec le fu, on peut réaliser les sons fa, fi, fe et fo. Avec de,
on peut faire di, et avec do, on peut faire de. Il y a aussi le son du. Maintenant, on va parler un peu plus des caractères eux-mêmes et de comment on va pouvoir les différencier. En effet, les katakana sont un petit peu plus difficiles à mémoriser que les hiragana, à mon humble avis. Visuellement, ils sont très géométriques. On va trouver beaucoup d'angles droits, pas beaucoup de boucles, pas beaucoup de cercles. Et ce caractère géométrique fait que parfois, certains d'entre eux sont faciles à confondre. Mais pas de panique, on va regarder ça ensemble. Les deux premiers caractères qu'on confond souvent sont E et WA. En effet, ils se ressemblent pas mal. Mais vous voyez que le E a un petit trait vertical en plus sur le dessus. Le caractère K a l'avantage de ressembler énormément à son équivalent en hiragana. Mais faites juste attention, quand il y a un petit trait en plus sur la droite, c'est du hiragana. Quand il n'y a pas ce trait, c'est un katakana. On remarque aussi que ce katakana ressemble énormément au kanji qui signifie la force, chikara. Les caractères ku et ke se ressemblent aussi beaucoup. Mais attention, le trait horizontal du dessus dépasse vers la droite sur le caractère ke, alors que sur le caractère ku, il n'y a que 2 traits au total, puisque le deuxième trait part ensuite vers le bas à gauche. Les caractères ko et ro se ressemblent aussi, mais vous remarquez tout de suite que le caractère ko est un carré incomplet puisqu'il n'y a pas de côté sur la gauche. Le caractère ro ressemble par ailleurs beaucoup au kanji de la bouche, kuchi. Ces deux caractères sont parmi les plus difficiles à distinguer, shi et tsu. En effet, ils se ressemblent beaucoup. Ce qui va beaucoup nous aider, c'est la disposition des deux petits traits sur la gauche. Dans le cas de shi, vous voyez que les deux petits traits sont l'un au-dessus de l'autre, alors que dans le cas de tsu, ils sont l'un à côté de l'autre. Ceci est dû à la façon dont sont tracés ces caractères. Pour shi, on va dessiner ces deux petits traits l'un au-dessus de l'autre, puis le grand trait partira du bas, là où pour le caractère tsu, les deux petits traits sont dessinés l'un à côté de l'autre, puis le grand trait part du haut, en haut à droite. Écrire ces caractères va vous aider aussi à les distinguer quand vous les lirez. Les caractères so et n sont au moins aussi difficiles à distinguer que shi et tsu. Cette fois-ci, il n'y a qu'un seul trait sur la gauche, mais le principe est le même. Pour so, on commence en haut à droite pour tracer le grand trait, alors que pour n, on commence en bas à gauche. Le caractère fu et le caractère ra se ressemblent beaucoup, mais vous voyez que le caractère na a un trait horizontal en plus en haut. Le caractère re et le caractère le se ressemblent également beaucoup, mais vous voyez que le caractère le est composé de 2 traits, là où le caractère re n'a qu'un seul trait qui remonte vers la droite. Enfin, quelques petits conseils pour mémoriser les katakana. L'inconvénient, c'est que quand on débute le japonais, on a tendance à les voir moins souvent que les hiragana. C'est vrai, on va avoir d'abord beaucoup de phrases écrites en hiragana, avec parfois quelques mots en katakana. Il est donc assez important de bien les travailler. Pour vous aider à les mémoriser, l'écriture peut beaucoup vous aider. Aussi, n'hésitez pas à vous afficher chez vous des posters avec les hiragana et les katakana. Vous en trouverez sur mon site gratuitement en suivant le lien dans la description. Et puis surtout, amusez-vous. L'avantage des katakana, c'est qu'ils permettent d'écrire des mots d'origine étrangère. Vous pouvez donc vous amuser à écrire les noms de vos amis, des membres de votre famille en japonais en utilisant les katakana. Vous pouvez aussi essayer de deviner comment s'écrivent certains mots d'origine étrangère, en particulier en anglais. Là-dessus, je voudrais insister sur quelque chose, c'est que les mots japonais d'origine anglaise sont des transcriptions phonétiques. Ce qui compte quand on écrit un mot en katakana qui vient de l'anglais, c'est de bien comprendre le son qui est entendu par les japonais. Reprenons notre exemple de elevator. Vous voyez que c'est le mot elevator en anglais. Si on lit le mot elevator à la française, ça donne elevator. Pourtant, un japonais n'entend pas elevatoru
par exemple. Il entend bien le son anglais erebeta et ça se reflète dans les katakana qui sont utilisés. Quand vous cherchez à transcrire un mot en anglais en japonais, par exemple parce que vous ne connaissez pas le mot japonais et vous voulez tenter d'utiliser un mot anglais prononcé à la japonaise pour vous faire comprendre, n'oubliez pas de bien utiliser les sons tels qu'ils sont prononcés en anglais et non pas en français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire et de me suivre un peu partout. À bientôt!